Oui, alors bon, alors je voulais aussi parler de la vallée de la mort, mais on va pas revenir dessus. Hein, mais je pense que c'est vraiment un sujet crucial. Hein, ce que vient de dire Jacques est très vrai. Hein, c'est que on est quand même sur un secteur et c'est pas spectaculaire. Et je pense que c'est ça qui fait que les financements ont du mal à arriver parce que les financeurs aiment bien quand même les choses qui peuvent avoir un petit impact médiatique. Là, c'est du travail un peu. On est sur du besogneux, mais du besogneux indispensable. Et ça, il faut que ce soit bien entendu. L'autre point aussi, c'est que, sur quoi je voulais insister, c'est les PME industrielles. Les PME industrielles, ce sont rarement des start-up. Or, les projecteurs sont quand même surtout sur les start-up et beaucoup de financements sont dessus. Or, moi, je viens d'un département, les Ardennes, qui est, alors c'est assez méconnu en dehors des Ardennes, mais c'est environ 20% de l'emploi qui est de l'emploi industriel. Donc 2 fois plus que la moyenne française, et à peu près, et on est entre l'Italie et l'Espagne, vous voyez. Hein. Donc, et je vois, il y a énormément de PME ou d'ETI familiales qui tirent leur épingle du jeu grâce à l'innovation. Hein, et qui leur apporte un certain nombre d'avantages compétitifs, parce que la compétition est mondiale, mais grâce à des savoir-faire importants et parfois uniques. Et il est vraiment très important de continuer à aider ces entreprises industrielles à progresser. Et malheureusement, ce n'est pas forcément celles sur lesquelles on pense en premier quand on parle d'innovation. Et je pense que c'est important de penser aussi aux industries qui sont souvent assez anciennes, mais qui continuent d'innover, d'avancer, et il faut continuer à pouvoir les accompagner. Et c'est de plus en plus compliqué, notamment avec ce dont on vient parler, avec l'histoire de la vallée de la mort, etc. Et le deuxième point, je rebondis aussi sur l'interprétation des textes européens. On va sur certains projets qui permettent justement de l'accompagnement de la diffusion technologique, etc. Mais bien souvent, au regard de l'interprétation qu'on a des textes européens, avant de commencer à bosser, il faut d'abord convaincre l'entreprise de signer un accord de minimis pour qu'on puisse enfin pouvoir l'aider. Et ça c'est une énergie qu'on dépense et qui pourrait être largement mieux utilisée. Voilà. Est-ce que dans le rapport du sénateur, tu retrouves des mesures qui souhaiteraient voir aboutir malgré la difficulté parlementaire Ouais. qu'on peut avoir? Alors moi, j'ai trouvé que l'analyse que vous avez faite au début là, est vraiment extrêmement complète et pertinente. Sincèrement, je pense que vous avez fait un bon, comment dirais-je, un bon diagnostic de la situation. Et dans les mesures, alors effectivement, le fait de... Alors, on avait appelé ça chèque innovation. Je ne sais pas si c'est toujours la même, si c'est toujours la même appellation, ou le compo innovation. Proposé par la CRT. Voilà. Ça, mais alors, j'ai pas bien compris si le crédit d'impôt que vous envisagiez, c'est finalement une autre version de ce truc-là. Mais effectivement, c'est un moyen qui peut être intéressant pour accompagner des PME notamment hein, dans cette phase de... Voilà, ouais. Alors, l'avenir du coupon innovation, si vous voulez, bon, qu'effectivement nous allons défendre, je dirais bec et ongle dans la discussion budgétaire, hein, si vous voulez. Nous, c'est pour couvrir les dépenses de recherche et innovation telles que, par exemple, hein, les réalisations de prototypes, installation de pilotes pour des nouveaux produits, que les PME donc, peuvent confier à des prestataires extérieurs, par exemple, agréés, dans la limite de 30 000 euros par entreprise et par an. Donc, je le rappelle, hein, pour nous, on ne veut pas que ce crédit soit cumulé, par exemple, avec le crédit impôt recherche, de façon à bien cibler les bénéficiaires. De même, on ne souhaite pas qu'il s'adresse à une dépense pour laquelle donc l'entreprise aurait pu obtenir une subvention, une avance remboursable. On a mis un certain nombre de limites afin de vraiment le cibler innovation, PME. Donc, encore une fois, je le répète, hein, vous savez, toute dépense donc, nouvelle que l'on propose, elle doit être ce que l'on appelle gagée, c'est-à-dire elle doit avoir côté recette, je
je dirais, un financement. Or, comme on ne peut pas créer de nouvel impôt, on rappelle bien que cette dépense, elle est mobilisable donc, par la redéfinition du périmètre du crédit impôt recherche. C'est ce qui la rend peut-être complexe, mais c'est ce qui la rend aussi intéressante et pertinente au regard des territoires. Donc voilà, nous, c'est l'amendement qui sera déposé sous cette forme-là. Après, le débat budgétaire peut amener des ajustements, des correctifs, des relèvements. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les amendements de repli qui peuvent être déposés en fonction de l'état de la discussion. Mais si vous voulez, la vie d'un rapport, elle ne s'arrête pas à une session budgétaire. Je pense que le rapport tel qu'il a été travaillé, avec, vous le rappeliez, les auditions que l'on a fait nombreuses, mais au Sénat, on essaye de travailler. Vous savez, des fois, on parle de train de sénateurs. Je crois que ça mérite peut-être d'être explicité, mais c'est parce qu'effectivement, en 67 auditions, on ne produit pas un rapport en 3 jours. C'est un travail au long terme qui impose effectivement de la durée, mais qui aussi, derrière, permet peut-être d'affirmer, je dirais, de manière forte des positions qui méritent d'être entendues. Et si demain, il doit y avoir une nouvelle loi qui traite de ce sujet, je pense que tout ce qui aura pu être aussi fait et dit dans ce rapport sera toujours d'actualité.